La Cour des comptes fait l'événement avec la publication du rapport public 2021 sur la gestion et l'utilisation des deniers de l'État conformément aux orientations contenues dans la loi des finances proposée par le gouvernement et votée par l'Assemblée nationale. À l'occasion de la publication officielle du rapport 2021 et au travers d'un entretien exclusif avec la première présidente de la Cour des comptes, dont la parole est rare, tenue non seulement par le droit de réserve mais aussi par la confidentialité des investigations de la Cour, nous avons voulu dans ce reportage vous apporter un éclairage complet et détaillé sur l'historique, l'évolution de ces différents statuts, ses compétences et ses missions, les grandes lignes du contenu du présent rapport, ainsi que les perspectives de la juridiction financière de notre pays dans la problématique de la bonne gestion des deniers de l'État. La Cour des comptes, bilan et perspectives, c'est le document exclusif que nous vous proposons ce soir. Palais de la Présidence, le jeudi 14 juillet. C'est ce jour que la première présidente de la juridiction financière, accompagnée par la procureure générale Madiba Ismail Aouled et Ilhan Hussein Waberi, présidente de chambre, remet au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le rapport public 2021 au cours d'une cérémonie solennelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre ce jour le rapport public général de la Cour des comptes de l'année 2021. Ce rapport reprend les principales observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion de contrôles effectués en année 2020. Il revient sur la gouvernance interne de la Cour des comptes, la reddition des comptes. Il met également en exergue les principales conclusions sur le contrôle du budget de l'État de l'année 2019 précisément, et le contrôle d'un échantillon d'établissements et entreprises publiques dont le contrôle a été clôturé en 2020. Le rapport de la Cour de cette année comporte une nouveauté. Il s'agit d'un audit sur les objectifs de développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, telle est la teneur de ce rapport dont j'ai le privilège de vous remettre ce jour très respectueusement. Il faut savoir que la mission première confiée par la Constitution à la Cour des comptes consiste non seulement à conseiller, éclairer le chef de l'État et son gouvernement sur l'utilisation des deniers de l'État conformément à la loi des finances, mais également à informer les citoyens à travers la représentation nationale et de manière directe puisque le rapport est accessible à tous. Au cours de cette audience, le président de la République a réitéré aux magistrats de la Cour sa volonté politique forte à travers la feuille de route assignée au gouvernement de faire des notions de la transparence, de la gestion efficace et efficiente des finances publiques une priorité absolue et donc non négociable. Le chef de l'État a demandé aux magistrats de poursuivre leur mission de contrôle permanent en dénonçant la mauvaise gestion, les abus constatés et au besoin sanctionner ceux qui ne respectent pas les principes de la légalité dans ce domaine. Madame Ismahan Mahmoud Ibrahim, spécialiste du contrôle des finances publiques, a derrière elle une expérience professionnelle d'une trentaine d'années au sein de la fonction publique. Elle a été tour à tour en fonction au ministère du Commerce, de l'Économie et des Finances avant d'intégrer la Cour en 2001. Elle a notamment assuré la direction du parquet général de la Cour entre 2005 et 2013. Elle occupe depuis 2017 les fonctions de première présidente de la juridiction financière. Madame Ismahan revient pour nous sur la teneur de l'audience avec le chef de l'État. Le rapport de la Cour relate les observations de la Cour sur deux grands domaines de son périmètre de compétences, à savoir le contrôle de l'exécution du budget de l'État et celui du secteur des établissements et entreprises publiques. Sur les deux aspects, du point de vue de la Cour des comptes, la gestion des finances publiques de notre pays doit être plus respectueuse des principes de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité.
Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, très attaché à ces valeurs qui demeurent être au cœur de sa politique de développement et de lutte contre la corruption, nous réitère son soutien indéfectible pour la poursuite de notre mission en cette circonstance et à chaque fois que l'opportunité se présente. Le chef de l'État a notamment insisté en cette circonstance sur le respect des principes de reddition de comptes en faveur du citoyen. Je voudrais à mon tour insister et rajouter que le choc de la crise sanitaire de la Covid-19 a placé les finances publiques dans une situation difficile. Dans ce contexte, la rigueur, l'éthique et le sens de responsabilité sont des conditions sine qua non pour retrouver l'équilibre budgétaire. Et la Cour des comptes fera un point d'honneur pour veiller particulièrement à ces principes fondamentaux de la gestion des finances publiques et de la transparence. Une semaine après, le jeudi 21 juillet, c'est au tour du président de l'Assemblée nationale de recevoir les 2 tomes du rapport général 2021. En effet, et comme le stipule le processus d'élaboration et de publication, le même rapport est destiné aux députés pour en juger de la légalité de l'exécution du budget de l'État sur la base de la loi des finances. Et donc, c'est à l'issue que le rapport annuel de la Cour des comptes devient public et par conséquent, les citoyens peuvent en être informés. Donc, nous venons de remettre le rapport public de la Cour des comptes de l'année 2021 au président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la loi exige à ce que la Cour des comptes établisse annuellement un rapport sur ses activités de contrôle de l'année passée. Ce rapport est successivement remis au président de la République, chef de l'État, exercice qu'on a fait la semaine dernière. Et par la suite, la loi exige qu'on le remet également au président de l'Assemblée nationale, ce qu'on vient de faire. Et à partir de ce moment, le rapport sera public, adressé au grand public et sera accessible à tout le monde. Donc c'est une façon de rendre compte des activités de contrôle et le regard que la Cour des comptes porte sur la gestion des finances publiques en général et en quelque sorte pour rendre compte aux citoyens. Et là exactement au niveau de l'Assemblée nationale représentant la maison du peuple en quelque sorte, c'est une façon de rendre compte au peuple par rapport à l'exercice de la gestion des finances publiques. À ce stade de notre reportage, arrêtons-nous sur les différentes étapes de l'évolution de l'institution. La Cour des comptes est l'héritière de l'ancienne Chambre des comptes et de discipline budgétaire au sein de la Cour suprême. Inscrite dans la Constitution de 1992, sa création et sa mise en place ont été actées qu'en 1997. Le 1er avril 2001, le président de la République promulgue une loi destinée à renforcer l'indépendance et à élargir les compétences de ses missions. En janvier 2008, à la faveur de la loi constitutionnelle portant révision de la Constitution, apporte une réforme fondamentale. La Cour des comptes et de discipline budgétaire est désormais érigée en Cour des comptes, une juridiction autonome devant assurer les missions dévolues à une institution supérieure de contrôle des finances publiques conformément aux normes et directives internationales. En novembre 2014, le nouveau siège flambant neuf de la Cour des comptes est inauguré par le président de la République, qui démontre encore une fois sa volonté politique et celle de son gouvernement de mettre à la disposition de l'institution les moyens nécessaires pour assurer son mandat et ses missions de service public au service du citoyen, notamment dans le cadre global de la bonne gouvernance. Et enfin, en juin 2016, une nouvelle loi est votée améliorant définitivement le cadre juridique de la Cour, la création d'un parquet près de la Cour des comptes et la liberté de publier le rapport annuel sont les innovations principales de cette loi 2016. Sur les missions de la Cour, les maîtres mots sont la promotion de la bonne gouvernance,
La sincérité et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, le contrôle rigoureux de l'exécution du budget de l'État avec notamment les entités en charge des finances publiques et des établissements publics. Je dirais d'abord que la Cour des comptes est une juridiction. C'est une juridiction financière. Elle est une institution qui tire sa légitimité de la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Elle est chargée du contrôle externe, du contrôle des finances publiques. Elle a à la fois un pouvoir de juridiction et un pouvoir de contrôle. Elle a une mission permanente de contrôle, de conseil et d'information. Et je dirais à juste titre, le présent rapport s'inscrit dans cette dernière compétence que je viens d'évoquer. Le rôle de la Cour est d'éclairer les pouvoirs publics et d'informer les citoyens de manière objective sur l'utilisation des deniers publics. Et les recommandations que nous mettons en exergue dans les rapports publics en général et nos rapports sont des moyens pour améliorer la gestion des deniers publics en général. C'est pour ça qu'on dit que la Cour des comptes promet la transparence, la responsabilité et la redevabilité dans la gestion des ressources publiques. C'est une institution du pouvoir judiciaire, comme j'ai dit tantôt. Elle est reconnue pour sa position institutionnelle dite équidistante entre l'exécutif et le Parlement. Et la loi lui confère l'objectivité et la neutralité qui sont nécessaires pour la conduite de ses missions de contrôle. Elle est composée essentiellement de magistrats et dans la conduite de leur mission de contrôle ou de jugement d'ailleurs, les magistrats sont tenus de mettre en œuvre des procédures exigeantes, dites écrites et contradictoires. Ils appliquent également les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques qui sont des standards de haut niveau. Par ailleurs, en sa qualité de juridiction, il faut le souligner, le mode de décision collégiale permet de renforcer la qualité de ce produit. Et il faut dire que tous les rapports et les décisions de la Cour sont validés par un collège composé d'au moins 3 magistrats. Voilà en quelque sorte le rôle, les missions de la Cour des comptes et un regard sur son mode opératoire. Venons-en maintenant à l'organisation et au fonctionnement de la Cour. Elle est composée de 3 chambres dirigées respectivement par un président. Il s'agit de la Chambre des finances de l'État, de la Chambre des établissements publics et de la Chambre de discipline budgétaire. Une trentaine de magistrats sont en fonction au sein de la Cour, dont notamment la première présidente et la procureure générale exerçant le rôle du ministère public assisté par un substitut général. Les missions que vous exercerez reposent sur le sacro-saint principe portant séparation de 2 fonctions essentielles dans le système de gestion des ressources publiques de notre pays. Il se base sur la distinction d'une part les comptables publics et d'autre part l'ordonnateur, qui disposent tous les 2 des attributions suffisamment différenciées et à partir de lesquelles découlent des régimes de responsabilité naturellement propres à chaque fonction. Aussi, la législation en vigueur décrit largement vos prérogatives, vos droits, vos obligations, vos responsabilités. Les travaux de la Cour et les décisions s'effectuent en formation collégiale. Ces formations sont l'audience solennelle, l'assemblée plénière, une chambre de conseil, les chambres réunies et enfin les chambres permanentes. Sur les grandes lignes du rapport 2021, écoutons les explications de la première présidente qui met en exergue plusieurs anomalies et dysfonctionnements, notamment dans la mise en œuvre des recommandations de la Cour. Le rapport public relate les principales conclusions et contrôles des contrôles de la Cour des comptes. Ici, il s'agit de contrôles qui ont été clôturés en année 2020. Il met en exergue les dysfonctionnements majeurs qui ont été relevés dans la gestion du budget de l'État, notamment celui de l'année 2019, ainsi que les faiblesses relatives à la gestion des établissements et entreprises publiques, et particulièrement pour celles qui ont été contrôlées en année 2020.
Pour la plupart, ces dysfonctionnements et ces faiblesses sont récurrents et la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes sont pendantes, je dirais. J'ajouterais et je soulignerai particulièrement que malgré des efforts de communication et de sensibilisation de la Cour, la situation des dépôts de comptes des gestionnaires publics n'évolue pas positivement. Enfin, je rajouterai que ce rapport comporte une nouveauté. Il s'agit du contrôle de l'état de préparation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Dans les détails et en matière de production de comptes, je voudrais rappeler que les responsables de la gestion des finances publiques sont soumis à une obligation annuelle de dépôt des comptes. Ainsi, de par la loi, tout gestionnaire des deniers publics est tenu de déposer ses comptes au greffe de la juridiction financière au 31 mars pour les ordonnateurs et administrateurs de crédit, au 31 juillet pour les comptables publics. Or, la Cour des comptes a le regret de constater que la production de comptes publics, qui est au cœur du système de reddition de comptes, n'est pas effective. Cette situation concerne d'abord les comptes administratifs, où seulement 13% sont déposés en année 2020. Pour le comptable public, le taux ne dépasse guère le 36%. À ce sujet, la Cour déplore une reddition de comptes encore très insuffisante. En matière de gestion du budget de l'État, je voudrais rappeler que la Cour assiste le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Il s'agit d'un contrôle exhaustif qui porte sur le budget en termes de recettes, en termes de dépenses, en termes de résultats budgétaires et qui revient sur le respect des autorisations que le Parlement a délivrées à l'exécutif dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances. Pour cela, chaque année, le rapport sur l'exécution du budget de l'État est déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale en session budgétaire. Le rapport public que nous avons sous les mains reprend les principales conclusions. Il faut préciser que le rapport sur l'exécution du budget de l'État est un touffu, il est technique, il est très développé, il est très détaillé, et le rapport public reprend les principales les constatations et les points saillants qui sont plutôt digestes pour un grand public. Ce rapport met en exergue des faiblesses qui sont liées à la production de comptes et de l'information budgétaire, des insuffisances dans la gestion des recettes comme celle des dépenses. À ce sujet, la Cour a formulé plusieurs recommandations relatives à l'amélioration du cadre de la gestion du budget de l'État qui sont en attente d'être mises en œuvre. En matière de gestion des organismes autonomes et pour les établissements et entreprises publiques qui ont été contrôlés en 2020, les constats majeurs que la Cour a mis en exergue concernent des autorités de tutelle et des conseils d'administration qui n'exercent pas pleinement leurs attributions. Les conseils d'administration, premiers organes responsables de la gestion des entités publiques autonomes, ne se réunissent pas le plus souvent. Et malheureusement, on découle un certain nombre de conséquences qui sont néfastes pour le bon fonctionnement et la bonne santé financière de ces organismes publics. Je pourrais souligner ici l'absence d'une stratégie, donc une vision globale, une navigation à vue, avec toutes les conséquences que cela présente, l'absence d'outils de gestion pour assurer la bonne santé financière et le développement même de ces entités publiques, l'absence d'une reddition de comptes suffisante, puisque, dans certains cas, les comptes devant être clôturés et soumis à des commissaires aux comptes ne le sont pas. Et d'ailleurs, ils ne sont pas déposés devant la Cour des comptes. Et également, en quatrième lieu, l'absence d'un contrat de performance, qui est une exigence de par la loi, mais pourtant qui n'est pas mise en place dans les entités publiques autonomes. Cette situation a pour conséquence un exercice insuffisant du pouvoir d'orientation et de contrôle qui relève des organes de gouvernance. À ce sujet, la Cour insiste pour clarifier que tout dysfonctionnement dans la gouvernance d'un établissement public
ou d'une entreprise publique compromet la mission des services publics qui lui est assignée. Enfin, si je reviens à la nouveauté de ce rapport, à savoir le contrôle des objectifs de développement durable, il faut savoir que les ODD sont une émanation des systèmes des Nations Unies qui consiste à mettre en place 17 objectifs de développement durable déclinés en 169 cibles et 244 indicateurs pour transformer le monde. Il faut préciser que peut-être on n'est pas obligé de prendre l'ensemble des 244 indicateurs ou 169 cibles, mais il faut choisir ceux qui sont le plus appropriés par rapport à nos politiques de développement et par rapport à notre contexte national. Notre pays, comme vous le savez, à l'instar des pays membres des Nations Unies, s'est engagé au plus haut niveau et a clairement exprimé sa volonté de réaliser ces objectifs. Dans ce cadre, la Cour des comptes a pris part à un programme mondial piloté par les organismes professionnels affiliés au système des Nations Unies et dont elle est membre. Cet audit est alors une contribution de la Cour à l'effort des autorités publiques. En réalité, cet audit a été lancé en 2018 sous la houlette du Premier ministre, engagé de façon très participative, puisque c'est un audit d'un genre nouveau et très particulier pour la Cour. Plusieurs ministères ont été associés à sa réalisation et je profite de cette opportunité pour remercier l'ensemble des ministères qui nous ont accompagnés jusqu'au terme de la réalisation des travaux d'audit et notamment les points focaux qui ont été des chevilles ouvrières pour nous accompagner dans la réalisation de cet audit. En termes de constat, je dirais que la Cour a relevé que plusieurs facteurs impactent la bonne mise en œuvre ou la mise en œuvre des ODD à Djibouti, conformément aux directives des systèmes des Nations Unies. Je soulignerai principalement 4 en cette circonstance. Le premier est l'absence d'une appropriation de l'agenda 2030 lui-même. Il faut comprendre que l'agenda comporte un cadre de résultats, des mécanismes de suivi et évaluation et des principes. Et ces aspects ne sont pas tout à fait maîtrisés, surtout par ceux qui sont en charge de la mise en œuvre des ODD. Et le deuxième point que la Cour a mis en exergue, c'est l'adaptation des cibles au contexte national et local qui est encore embryonnaire. C'est-à-dire qu'à Djibouti, à l'époque où on était sur le terrain pour faire notre audit, les cibles, les indicateurs, les références nationales, la manière de mesurer les progrès à Djibouti n'étaient pas tout à fait assises. Et donc la Cour a exprimé un certain nombre de recommandations pour améliorer ces aspects. Le troisième point, qui est également un point très important pour les ODD, c'est le caractère indissociable des ODD. La Cour a observé qu'il y avait un espèce de manque de visibilité de l'ensemble des acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre des ODD à Djibouti. C'est vrai que chacun fait un effort de façon individuelle et progresse peut-être à sa manière et dans sa sphère de compétences. Mais il faut savoir qu'en matière de mise en œuvre des objectifs de développement durable, la mise en commun des efforts est très importante parce que chaque ODD est lié à un autre. Et il y a pratiquement c'est une sphère d'interdépendance. Et si je mets en œuvre un, je ne peux pas rester dans mon coin pour ne pas me préoccuper de comment les autres ODD progressent en même temps. Par exemple, si je prends celui qui concerne le genre, l'ODD 5, on ne peut pas tout simplement mettre en œuvre l'ODD 5 lui-même, où la question de l'éducation est très importante, la question de la santé est très importante, la question de l'environnement est très importante. Donc, c'est des objectifs qui sont interliés et ça, ce n'est pas très perceptible dans notre contexte national. Enfin, le quatrième point, c'est la structure chargée de la gouvernance de l'agenda 2030. Conformément aux directives des Nations Unies, il est recommandé de désigner spécifiquement une structure qui est en charge du suivi et de la mise en œuvre des ODD et qui soit responsable de la reddition de comptes et de tout le mécanisme de suivi et évaluation. Nous avons observé, lorsqu'on était sur le terrain, que cet aspect était encore
en discussion et en gestation, que ce n'était pas tout à fait clarifié, même si certains ministères prennent en charge la question. Le fait de dire qu'un cadre formel clairement défini est là n'était pas encore relevé et constaté par la Cour. Voilà, grosso modo, le contour du rapport annuel de cette année. Alors, cette année, il se présente très particulièrement en 2 tomes. Le tome 1 qui se consacre à nos activités traditionnelles et le tome 2 qui, maintenant, se consacre à cette question tout à fait particulière et nouvelle, le contrôle des objectifs de développement durable. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce contrôle tout à fait particulier peuvent se référer au tome 2. Et j'encouragerais le grand public à feuilleter, à lire et s'approprier du contenu de notre rapport qui revient sur des points très importants et très utiles en matière de gestion des finances publiques. Pour conduire son développement avec assurance, la Cour dispose d'un plan stratégique qui couvre la période 2019-2023. Sur les perspectives de l'institution pour les prochaines années, 3 grands projets sont planifiés et qui sont en phase avec le plan stratégique et la politique de développement de notre pays, appelé Djibouti ici. En matière de gouvernance interne, je dirais que notre institution ambitionne d'être une institution performante et capable de conduire son mandat dans les conditions les plus appropriées. À ce titre, les normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques auxquelles nous adhérons nous recommandent et nous offrent toute une panoplie des directives et d'approches pour prendre en charge le développement d'une institution telle que la nôtre. À ce titre, la Cour considère la planification stratégique comme un outil de pilotage pertinent en vue d'assurer son développement de façon harmonieuse, d'autant plus qu'on est une jeune juridiction. Nous avons mis en place un plan stratégique de développement qui couvre la période 2019-2023. Nous avons réservé un large chapitre à cet aspect sur notre rapport de l'année dernière et qui revient grosso modo sur les approches de développement que la Cour de compte a choisies. Je dirais qu'on soulignerait principalement deux objectifs majeurs et principaux. Le premier, c'est maîtriser notre métier, renforcer le professionnalisme de l'institution. Je disais tantôt que nous adhérons à des normes professionnelles de haut niveau, elles sont exigeantes et il faut constamment se mettre à jour et mettre à jour les outils, les guides des travails internes, familiariser ou former les magistrats en vue de maintenir ce haut niveau de compétences qui est exigé. Par ailleurs, la reprise de l'activité juridictionnelle est un métier à asseoir et la Cour de compte s'emploie pour aussi renforcer son dispositif d'intervention et des procédurales pour mener à bien ses activités de contrôle juridictionnel. L'autre volet de notre stratégie de renforcement des capacités concerne la maîtrise de la gouvernance interne de l'institution. La Cour, en tant qu'institution publique, en tant qu'acteur de la bonne gouvernance, doit elle-même se moderniser son mode opératoire et optimiser, avoir une organisation interne vraiment très, très optimum et de bon niveau. En ce qui concerne les perspectives de la Cour pour les prochaines années, nous avons mis en avant en réalité 3 projets qui sont en phase avec notre plan stratégique d'une part, mais aussi avec la politique de développement Djibouti ici, que vous connaissez, politique de développement qui est assignée à notre pays et qui est rattachée à la vision 2035. Je soulignerai donc dans un premier temps renforcer le capital humain en même temps que le développement des méthodes et des procédures de contrôle, qu'elles soient juridictionnelles ou non juridictionnelles. Il s'agira également de moderniser la gouvernance interne à travers notamment la digitalisation des activités de la Cour conformément aux directives du chef de l'État. Enfin, améliorer la communication interne et externe est un élément très important pour la Cour pour les années à venir.
Pour conclure, il est indéniable aujourd'hui que la bonne gouvernance, le sens des responsabilités, notamment le respect du concept de redevabilité, ainsi que la transparence des opérations financières, précisément le respect de la loi, constituent le socle pour atteindre les objectifs de développement de notre pays. Je m'adresserai solennellement à l'ensemble des responsables des gestionnaires des deniers publics, particulièrement sur l'importance de la production de l'information financière et budgétaire, base du principe de reddition de comptes publics. Dans le court terme, nous nous sommes fixés des objectifs très ambitieux visant les 100% des comptes déposés dans les délais. J'ai rappelé tantôt le taux actuel qui sont inacceptables pour la juridiction financière. Cette situation ne pouvant pas perdurer, la Cour profite de cette opportunité pour rappeler à l'ensemble des responsables de la gestion des deniers publics qu'elle prendra les mesures appropriées en pareilles circonstances. Ainsi, l'application stricte de la loi avec toute sa rigueur est indispensable et s'impose, je dirais à mon sens, pour retrouver la discipline dans cet exercice. Le respect de la légalité, le respect de la loi, de la transparence constitue une obligation impérative légale des dépôts de comptes observé à 100%. À noter que la Cour des comptes, depuis la réforme de 2016, a publié chaque année le rapport général sur la gestion et l'état des finances publiques.